Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Et ce soir, on a décidé de se pencher sur le sujet de la politique salariale. On a trouvé que fin novembre, c'était le bon timing pour cette thématique afin de mieux préparer l'année prochaine. La question de politique salariale, elle est cruciale dans le développement d'une entreprise pour continuer à attirer et à engager ses talents, mais aussi pour structurer de manière un peu plus globale sa politique RH. Et nos deux intervenants ont chacun une expérience assez différente du sujet, vous allez voir. Donc ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Mathilde Khaled, qui est RH chez Shine, une start-up fintech de 40 personnes qui accompagne et protège les entrepreneurs. Mathilde a rejoint l'entreprise il y a un peu plus de 2 ans et demi, quand il n'était encore que 15 collaborateurs. Donc elle a suivi et épaulé les fondateurs pour la mise en place de cette fameuse grille salariale. Et elle s'occupe aujourd'hui de tous les sujets liés à la culture et aux ressources humaines. On a aussi Julien Morisson, qui est le fondateur du cabinet BE, qui est un cabinet d'agents pour les cadres et dirigeants. Et Julien a été DRH dans différents grands groupes pendant plus de 10 ans, notamment chez Bolloré Logistique. Il a travaillé à la création et la mise en place d'une grille de salaire au sein du groupe, et il va nous partager son retour d'expérience là-dessus. Après ma longue introduction, je vais leur donner la parole. Donc la construction ou la reconstruction d'ailleurs d'une politique salariale intervient souvent dans un contexte particulier et pour répondre à un objectif qui est réfléchi en amont. Mathilde, est-ce que tu peux nous expliquer chez Shine à quel moment le sujet a été initié et pour répondre à quels besoins? Oui, bonjour à tous. Alors, la question de mettre en place une grille des salaires, je pense qu'elle a toujours été dans l'esprit des fondateurs quand ils ont lancé Shine il y a 2 ans et demi. Mais on a décidé vraiment de la communiquer, enfin, de construire une vraie grille et de la communiquer auprès de l'équipe il y a 1 an, quand on était 15, du coup, à ce moment-là. Donc voilà, ça venait vraiment de eux et l'idée c'était de limiter les injustices parce que certaines personnes ont des talents de négociation meilleurs que d'autres, limiter aussi le syndrome de l'imposteur que certaines personnes ont, plus particulièrement les femmes, et voilà, et d'avoir un vrai cadre, de cadrer vraiment la politique pour permettre à toute personne qui travaille chez Shine de savoir son impact, l'impact attendu par rapport à son entrée dans la grille. Donc il y avait une vraie conviction des fondateurs sur le sujet du salaire et ils ont voulu structurer tout ça pour limiter les inégalités. Ouais. Toi, Julien, c'était un contexte complètement différent. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment la réflexion a été initiée? Alors, bonsoir à tous. Alors effectivement, le contexte était différent. Pour ceux qui connaissent le groupe Bolloré, ça c'est, peut-être tous, mais enfin je le cite quand même, c'était un groupe qui s'est construit par mécanique de rachat. Et quand moi je suis arrivé au sein de la division transport logistique, il y avait 6 PME qui avaient fusionné dans un espace de temps de 10 ans et on est arrivé à une situation où il fallait davantage avoir de l'harmonisation entre les différences salariales qui préexistaient. Et donc on s'est dit à un moment donné qu'il était temps non seulement de réfléchir à une harmonisation des métiers, mais également de créer une grille de salaire, et je précise tout de suite, une grille de salaire minimum. On y reviendra après. On y reviendra, oui. Mathilde, est-ce que tu penses que dans une petite structure, c'est nécessaire que la volonté de créer une politique salariale vienne des fondateurs? Oui. Je pense qu'en tout cas, si c'est pas eux qui l'impulsent, il faut que ce soit eux qui l'apportent, parce que quand je suis arrivée, du coup, on était 5. Et s'ils portent pas le projet, ça va. Enfin, comme tout projet, je pense à ce stade, ça risque de pas trop marcher, quoi. Donc oui, je pense qu'il faut que ça vienne d'eux. Et l'idée, c'était vraiment on était petits, on est toujours pas mal, et on voulait se préparer à la croissance, donc quand on sera grand. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui prévoit depuis le début, toujours avoir des modèles agiles et qui puissent évoluer plus tard. Pour qu'on se comprenne bien, Julien, quand on parle de politique salariale, qu'est-ce qu'on inclut là-dedans? La définition un peu. Alors oui, souvent les RH et les salariés ne parlent pas toujours le même langage, et rémunération pour un DRH, ça englobe notamment le salaire de base, qui notamment existe dans cette grille de salaire mini, mais on va y rajouter naturellement tout ce qu'on appelle les primes, les incentives, les bonus, tout ce qui va concerner aussi derrière ce qu'on appelle la participation, l'intéressement, bref, les systèmes d'actionnariat salarié. Et donc, naturellement, quand on est amené à réfléchir à une négociation de rémunération, ça englobe l'ensemble de ces éléments de salaire. Donc, effectivement, c'est nécessaire de faire cette précision en amont. Sachant que ce soir, on va quand même pas mal se concentrer sur le sujet de la grille, parce que c'est aussi l'expérience que vous avez tous les deux.
Une question pour tous les deux. Est-ce que pour vous, il y a des prérequis en tant qu'entreprise pour lancer des gros sujets, des gros chantiers, comme l'est celui de la politique salariale ? Les prérequis. Nous, je dirais qu'on est parti des valeurs de la boîte, qui étaient notamment solidarité, transparence, pour construire la nôtre. On voulait avoir un vrai impact à ce niveau-là. Sinon, autre prérequis, un truc qu'on n'avait pas forcément anticipé, on avait eu un call notamment avec Clearwedge qui nous avait dit attention, ça va avoir un coût. Donc on était là, non mais depuis le début, de toute façon, les propositions qu'on faisait nous semblaient alignées avec la grille. Mais en fait, on a fait ça 1 an après les premières embauches et ça a été le moment aussi de réfléchir à l'augmentation de certaines personnes. Et ça a un coût. Donc clairement, il faut le prévoir. Et la volonté de Shine, c'était aussi d'avoir des salaires qui soient assez sexy pour attirer des talents. Donc clairement, oui, dans notre cas, il fallait aussi prévoir ça. Alors, nous, les prérequis, je pourrais vous faire une histoire sur les valeurs, mais ça ne serait pas complètement exact. Les prérequis, c'était naturellement, comme ça vient d'être dit, c'est un budget, parce qu'avoir une grille de rémunération, pour contextualiser, la grille concernait 3000 personnes. Donc, et naturellement, à partir du moment où vous changez un peu les règles du jeu, l'impact financier est important. D'une part, il faut naturellement avoir une direction générale qui est engagée avec vous, qui va vous suivre jusqu'à un certain niveau, bien entendu. Les partenaires sociaux, car quand on négocie une grille de rémunération, une grille de salaire, notamment lorsqu'on est dans une entreprise importante, les partenaires sociaux, syndicats, pour les citer, on a besoin effectivement de savoir vers eux où ce qu'ils veulent aller dans la démarche de négociation pour aussi qu'on puisse orienter nos débats. Et aussi, quand on a la chance de l'avoir, d'avoir en prérequis un SIRH qui fonctionne et un super tableau Excel qui est très moderne, mais qui néanmoins nous aide bien pour faire les fameux tris dont on a besoin quand on fait cette analyse-là. Donc, ouais. Un budget certain à prévoir, donc aussi une bonne santé financière de la boîte avant de se lancer sur ces questions-là. Si on se concentre un peu sur donc la grille et peut-être la mise en place de cette grille, quelles ont été les premières briques que vous avez posées dans cette réflexion ? Par quoi on commence en fait quand on veut s'attaquer à ce sujet-là ? Je vais commencer cette fois-ci. Alors, on va reprendre notamment ce qui existe au niveau des SIRH, puisque c'est en fait la base, la matière même. On va faire les extractions de chacun des collaborateurs et on a ce qu'on appelle un peu une grille cachée. C'est-à-dire on a la grille officielle que les collaborateurs ont et les RH vont faire une grille un peu en parallèle pour repositionner des collaborateurs qui sont parfois mal positionnés, ou en tout cas qu'on considère comme étant mal positionnés. Donc ça va être un travail qui va quand même être assez long et on va fonctionner, en tout cas nous, c'était notre cas, par déciles, de manière à ce qu'on puisse avoir une tendance, une moyenne des salariés les plus représentatifs. C'est-à-dire que si par exemple on avait 20 salariés dans un coefficient donné, on allait avoir une moyenne de ces salaires-là et qui nous permettait ensuite de voir en fonction des leviers qu'on bougeait, l'impact financier que ça allait augurer. Et puis il va y avoir tout un travail aussi sur l'intitulé de postes des différents collaborateurs pour qu'on puisse parler d'une seule et même voix. Et le point naturellement qu'on se doit aussi sur lequel on est vigilant, c'est que chacun des collaborateurs et chacune des entreprises bénéficie d'une convention collective. Il va sans dire que lorsqu'on met en place cette grille de salaire, on doit aussi être vigilant sur le respect des minima de ces conventions collectives. Ce que tu disais sur les métiers, c'est ce qu'on appelle un référentiel métier ? Exactement. En fait, nous, ce qu'on a utilisé, qui faisait sens, c'était de se dire, il y a 6 entités qui ont fusionné, on va essayer de redéfinir les missions des uns et des autres pour favoriser, il faut en faire quelque chose de RH, donc favoriser la mobilité, l'évolution de carrière. Donc on va construire ça et on va, alors quand on dit on va, bien évidemment qu'il y avait cette volonté des grilles, mais enfin c'est surtout les partenaires sociaux pour lesquels ils n'étaient plus du tout en phase sur le fait d'avoir 6 négociations sur ces 6 périmètres qui ont dit vous êtes rigolo là, à faire un peu de dumping entre vos sociétés, mais maintenant ça suffit, et du coup on va faire une grille un peu harmonisée. Donc en fait on a utilisé ces 2 mécaniques en même temps. Mais ça, c'est pas forcément une vision qu'on a. C'est vrai que tout le monde n'est pas dans la grille, en fait, en grand groupe, et qu'il y a différentes grilles pour... Oui. Effectivement. Alors, quand on fait nos grilles, on a 95% des salariés sont concernés par cette grille. Et qui sont les 5% ? Alors, en tout cas, chez nous, c'est ce qu'on appelle le top management, qui sont hors dehors des grilles. Et pourquoi en dehors des grilles ? Parce qu'en fait, ça vous pollue vos calculs, puisque foncièrement, parfois, il suffit de quelques peu de personnes qui, du coup, modifient de manière très artificielle, finalement, les grilles de rémunération. Donc, ces personnes-là sont retirées, tout comme
et c'était le cas nous concernant, les personnes qui ont été arbitrées, à qui on a un peu promis, on a fait évoluer. C'est ce qu'on appelle un peu les historiques d'une organisation qui ont un coefficient qui ne correspond pas toujours à grand-chose, dont même les RH ne sont pas capables d'expliquer à quoi ça correspond, mais qui vont rester dans les fameux historiques. Vous comprenez mieux pourquoi on avait notre fameuse grille cachée, où on avait les vrais positionnements des vrais gens, mais officiellement on ne pouvait pas les modifier. Voilà, les petites... Je nierais l'avoir dit. C'est filmé, hein. Mathilde, c'est assez différent pour Shine et globalement, je pense, en start-up, parce qu'il y a d'autres modèles aussi qui existent de grilles communiquées et transparentes. Toi, comment ça s'est passé au début ? Alors, ça a été d'abord un travail de veille sur ce qui se faisait ailleurs dans les startups qui nous inspiraient. Donc, je sais qu'on avait pas mal, c'est pas mal inspiré de la grille de Buffer ou d'Alan, qui se sont eux-mêmes inspirés de celle de Buffer, il me semble. Et ça a été... peut-être que je pourrais expliquer comment fonctionne notre grille, mais il y a d'abord une entrée par métier. Je vais d'ailleurs peut-être juste passer les... Je t'en laisse une, si tu veux. Bon, non, mais si tu peux toutes les passer. Je vous passe juste si vous voulez. Donc il y a d'abord une entrée métier où en fonction de chaque branche et de chaque niveau, on en a attribué 5 qui vont de learning à inspiration. Et on a fait un benchmark de ce qui se pratiquait sur le marché et ce qui nous semblait bien. À ça, on a décidé d'ajouter un bonus de seniorité. Donc la différence avec certains bonus qu'on peut voir ailleurs, c'est que le bonus seniorité, il commence à partir de l'entrée de la personne dans la vie active et non pas son entrée. Et pas sur son métier en particulier. Exactement. Et on a également ajouté un bonus personne à charge, donc que ce soit un enfant ou un proche parent, qui est limité à 3 et qui permet également d'avoir de l'argent en plus quand on doit s'occuper de quelqu'un chez nous. Et du coup, vos valeurs, aujourd'hui, elles collent, votre grille, colle énormément à vos valeurs d'entreprise. Vous êtes parti des valeurs et vous avez construit un peu les entrées par rapport à ça. Ça s'est fait assez naturellement. Comment vous avez trouvé, en fait, parce que l'entrée dans la vie active, le bonus personne à charge, c'est des choses qu'on n'a pas forcément vues dans d'autres grilles. Comment vous avez fait pour prendre ce risque aussi ? Alors, ça a été donc... D'abord, je dirais pas qu'on est parti des valeurs, mais en tout cas, on essaye de les incarner dans ce qu'on fait. Je voudrais aussi dire que le modèle qu'on a aujourd'hui, on n'a pas la prétention de dire que c'est la formule magique. Il a aussi ses limites. Mais par exemple, la transparence fait partie de nos valeurs. C'était important pour nous de communiquer notre grille en interne et en externe. La solidarité, on la retrouve dans le bonus personne à charge. C'est quelque chose c'est des risques, ça se voyait pas forcément ailleurs. On a réfléchi avant de le faire. On a mis 1 an avant de publier la grille sur notre blog parce qu'on voulait aussi attendre d'avoir le retour par rapport à ça. Mais je dirais que oui, ça a aidé à les construire, mais ça s'est fait quand même plutôt naturellement. Et opérationnellement, du coup, c'est les 2 fondateurs qui ont brainstormé, réfléchi à ce sujet. Et après, comment ils ont fait pour valider un peu leur modèle ? Ils l'ont Alors, donc, au moment où ils l'ont fait valider, on était une 15aine. Ils l'ont fait valider à certaines personnes, notamment les postes clés, pour savoir si leur benchmark était cohérent aussi par rapport à ce qui se faisait, et aussi si la formule nous semblait juste. Parce que hyper important pour eux de recueillir le feedback de l'équipe, puisqu'on est avant tout une équipe. Et ça roulait. À quelques réajustements près en fonction des niveaux, la grille a été plutôt très bien acceptée. Ça nous permet d'évacuer toutes les négociations inutiles et ça fait 1 an que je suis là, c'est le moment de m'augmenter. Non, en fait, on va peut-être t'augmenter bien avant parce qu'en fait, tu changes de niveau, ton impact il est supérieur à quand tu es arrivé, ou ça peut arriver un peu plus tard. Ça veut dire du coup que grille égale non-négociation. Le fait d'impulser, de créer une grille fait que tu ne peux plus négocier ton salaire. En tout cas, je dirais que c'est les négociations inutiles. Chez Shine, on a le droit de venir dire écoute, j'ai l'impression que je suis au niveau, j'ai changé de niveau, j'aimerais qu'on en parle. Oui, la discussion est ouverte. Mais en tout cas, que ce soit entre nous ou quand on fait des propositions aux candidats, on s'aligne avec la grille et on n'a jamais eu de refus à cause du montant. Donc voilà, ça nous semble être un bon indicateur. Encore une fois, ça peut évoluer bien sûr dans le futur, mais jusqu'à maintenant, ça marche plutôt bien. Julien, pour construire cette grille, je reviens sur la question du référentiel métier notamment. Comment on s'y prend quand il y a énormément de métiers différents dans son entreprise? Parce que du coup, c'était combien de personnes qui... Alors, l'objectif, c'est que l'ensemble des 3000 personnes soient naturellement affectées à un coefficient
Alors, les 3000 personnes n'étaient pas au salaire mini, je vous rassure tout de suite, hein, sinon ça aurait créé une émeute. Et d'ailleurs, il y avait, juste pour contextualiser, dès qu'on a réfléchi à cette typologie de grille, et je vais revenir après sur le référentiel, on a une grille cadre et une grille non cadre. Et dans cette grille non cadre, on a ouvriers, employés, agents de maîtrise. Et à 90%, les cadres n'étaient pas au mini, étaient automatiquement au-delà. Ce qui était beaucoup plus nuancé pour les autres catégories de personnel, au regard notamment du volume. Donc, parenthèse refermée sur la partie référentielle. Naturellement, mais c'est aussi extrêmement important que tout un chacun au sein d'une organisation puisse, savoir au sein de quelle filière il est. Donc c'est comme ça que ça a été identifié, avec un cabinet de conseil, sinon ça va être un peu compliqué. L'objectif a été de définir les grandes filières, en l'occurrence elles étaient au nombre de 10, avec les grandes fonctions. Donc on va avoir la RH, la finance, la qualité, les missions des opérations. Et puis à l'intérieur, on va avoir les métiers, et au sein de chacun de ces métiers est arbitré un coefficient avec un groupe, en l'occurrence on était 6, où chacun mettait un certain nombre de points sur la responsabilité, le volet financier, le management d'équipe. Et donc c'était extrêmement important puisqu'il fallait que le RH ne soit pas moins valorisé que le responsable financier, qu'il ne soit pas moins valorisé que le responsable qualité. C'est tout un micmac. Et alors là, c'est un jeu de pouvoir extrêmement important. C'est-à-dire, contrôleur financier, bien évidemment, a les mêmes responsabilités que le responsable RH. Oui, mais il n'a pas de management. Ah oui. Donc ça a pris du temps. Mais d'une manière générale, l'opération, on va y revenir, ça a pris beaucoup de temps, puisque c'est extrêmement clé. Et d'ailleurs, cet accord qui s'est appelé accord d'harmonisation, 10 ans plus tard, c'est un accord extrêmement important pour le groupe. Donc oui, ça a été un travail considérable où l'ensemble des managers devaient être partie prenante de manière à co-construire finalement cette grille. Sur le process de validation, si on peut appeler ça comme ça, comment ça se passe dans un grand groupe ? Alors, en tout cas, de mon expérience, qui est une expérience, d'abord, il y a un premier travail, encore une fois, d'analyse des rémunérations, où on s'amuse à faire des hypothèses de calcul. Et alors là, dans les hypothèses, on avait un fichier avec des mots de passe, puis c'était une confidentialité, puisqu'évidemment, à l'époque, c'était un peu sport, donc on était rendu à la version je ne sais plus combien, et il ne fallait pas évidemment que ça fuite. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il y avait à peu près, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on devait être à 70 salaires mini. Donc ça fait beaucoup. Et dès qu'on en touchait un, je vous passe un peu les détails, mais il y avait une grille à 1 an et une grille après 1 an, puisque subordonnée à la convention collective. Et il fallait tenir compte de tout ce qui était augmentation de convention collective toutes les ans, et automatiquement, ça a réévalué notre grille de salaire. Donc une fois qu'on a fait ces hypothèses-là, on a envoyé plusieurs scénarios à notre direction générale en disant si on fait tel salaire, voilà l'impact, parce que c'est clairement de ça dont on parle. Si on fait ça, voilà tel est l'impact. Si on fait ça, voilà tel est l'impact. Bon, évidemment, au démarrage, ça a été le plus petit impact possible. Et là, il faut aller voir les partenaires sociaux en disant voilà, vous allez rire, voilà la grille de rémunération, est-ce que vous êtes OK ? Et là, on a eu une grève. Alors, c'est pas une grève, c'était ce qu'ils appelaient une grève de négociation, c'est-à-dire qu'ils quittent en fait la pièce. Donc vous dites ça va commencer fort quand même, mais on avait des trucs sur le référentiel, c'est pas grave, ils sont partis déjà, parce que pour eux, ils se battent en fait pour la partie des salaires. Donc je dirais que ça a été un jeu fort, on va dire ça, jeu entre les négociations qu'il fallait avoir dans notre poche puisqu'il y avait besoin absolument des signatures et en même temps une direction générale qui avait peur d'avoir des coûts. On parle de centaines de milliers d'euros pour pas dire de plusieurs millions quand on est sur 3000 salariés. J'entends brut chargé, impact sur les primes d'ancienneté, impact sur les régimes, tout ce qui va concerner naturellement, y compris le licenciement puisqu'on réinjecte tout. Sans compter les personnes qui vont dire mais si vous me changez de grille maintenant, pourquoi vous ne l'avez pas fait les 3 ans avant ? Ah oui, c'est pas faux. Donc il faut faire du storytelling, sans compter ceux qui refusent de signer à date. Enfin, voilà, tout ça aussi. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on est 3000 et c'est complètement différent que quand on est 15, où en fait c'était presque un accord collectif finalement autour de ça, quoi. À quoi il faut faire attention dans sa communication interne sur le sujet ? Bonne question. Dans les appréhensions qu'on a eues, il y en a une qui me vient, c'est beaucoup de personnes nous ont demandé mais attends, grille des salaires, transparence, tout ça, est-ce que ça veut dire que tout le monde va savoir mon salaire et est-ce que ça veut dire que le salaire il va être publié sur internet ? On ne l'a pas fait du coup. Le salaire c'est vraiment un truc qu'on vit tous d'une manière différente, c'est très personnel, c'est lié à plein de choses. Donc on a décidé, en fait ça n'a pas été très long, on a juste dit non mais on le publiera pas et en fait ça nous a jamais semblé une bonne idée de le publier. Mais est-ce que culturellement ça marcherait pas en France et... Je pense que c'est trop touchy, ouais. On a vraiment, ce qui est pour le coup différent du modèle de Buffer qui eux publient. Ouais, il y a des modèles, même en France, on peut être tout à fait au courant de combien ils touchent.
Ça nous semblait pas judicieux de le faire, en tout cas on n'y voyait pas l'intérêt, donc pourquoi le faire si c'est pour mettre mal à l'aise certaines personnes, ça servait à rien. Enfin ça nous semblait servir à rien. Sinon juste bien être à l'écoute au maximum, que ce soit tout le monde, de faire attention, identifier les frustrations. Mais voilà, nous, encore une fois c'était plus simple quoi, parce que puis pour nous la grille c'est vraiment un outil de travail, c'est pas une grille minimale, ça nous permet de calculer, on veut embaucher un tel, voilà, et on estime à quel niveau, dans quel métier, quelle est sa date de diplôme, combien il a de personnes à charge, et voilà quoi. Et c'est au moment des entretiens du coup individuels entre les fondateurs et les personnes de l'entreprise que ces collaborateurs ont pu exprimer aussi leur peur et est-ce que mon salaire va être publié en externe, etc. C'est à ce moment-là que vous avez senti un peu les touchpoints On utilise Slack, donc on a tendance à dire les choses telles qu'elles sont. Donc je me souviens d'avoir eu plutôt moi-même les retours des questions de chacun. Mais effectivement, ils ont pris le temps, on va dire des one-one exceptionnels, mais de toute façon, on en fait très très régulièrement, où ils nous ont présenté à tous la grille un par un. Et oui, là, c'était effectivement pour récupérer les feedbacks et réajuster aux besoins. Julien, dans ton cas, la communication, ça doit être compliqué. Alors, on en a clairement pas fait un outil d'une communication extraordinaire. Alors, d'un côté, je vais modérer. D'un côté, on était très contents puisqu'on passait aussi une étape dans la mesure où l'enjeu, qui était cette fusion d'entités se traduisant par un accord collectif, avait été rempli. Et donc à ce titre-là, ça donnait, en tout cas pour les salariés, le fait de sortir de la PME de laquelle ils avaient été rachetés pour participer à l'aventure d'un groupe. Donc à ce titre-là, c'était une mission qui était réussie à ce titre-là. Alors clairement, alors, la grille de salaire interne était communiquée, c'était la grille des salaires mini. Vous vous doutez bien qu'on ne communique absolument pas les salaires des managers ou des non-managers. C'est une grille de salaire mini, donc ça veut dire que naturellement, des personnes qui sont à ce minimum-là ou qui sont 3 € au-delà, vous considérez qu'en termes de monitoring, de rémunération, c'est pas complètement dingue. En revanche, ce que ça avait comme intérêt, c'était de faciliter aussi les mobilités et entre entités et entre régions, et on est au moins absolument certain qu'il n'allait pas avoir une dichotomie importante entre le nord, l'est et le sud. Donc ça, c'était à ce titre-là plutôt tout à fait pertinent pour les collaborateurs qui étaient quand même rassurés de ne pas avoir des choses qui partaient dans tous les sens. Mais ça n'avait pas la même vocation, encore une fois. Nous, c'était une salaire de grille mini. Ce qui existe, j'ai fait d'autres entreprises, c'est une grille de salaire minimum qui sert de socle. Et au moins, la personne sait qu'elle ne peut pas être, ou quand elle évolue, elle ne peut pas être en dessous de tel coefficient. Donc, quand il y avait des passages de cadre, c'était significatif, puisque vous aviez des gaps. Alors, je ne sais plus, c'était 7 000, 8 000 € à l'année. Je préfère le dire. Donc vous saviez automatiquement quel était l'objectif, étant pas d'avoir ce minimum-là, mais vous saviez en tout cas que vous aviez ce montant-là. Donc c'est là-dessus qu'on l'utilisait en termes de communication. Mais, l'objectif n'est pas du tout le même dans vos deux structures parce que c'est presque un outil obligatoire dans cette structure précédente que tu as connue, Julien, parce que le contexte d'entreprise fait que, alors que vous, ça a été une volonté. Alors qu'on n'est pas du tout obligé de mettre en place ce type d'outil, quoi. Oui, parce que encore une fois, la particularité, c'est que quand vous êtes sur des emplois avec une faible, parce que c'est important, hein, la marge, la valeur ajoutée que vous avez, quand vous êtes sur des emplois, quand vous n'êtes pas sur une matière grise toujours importante et qu'il faut beaucoup de gens pour faire une marge, eh ben, le moindre euro coûte, puisqu'il y a évidemment l'euro, il y a l'euro chargé, et donc naturellement, c'est aussi important et on ne pouvait pas faire forcément toujours ce que vous voulez. Donc c'est vrai qu'on a dû l'avoir en tête dans la constitution de cette grille. Pour sortir un peu du sujet à proprement parler de la grille, Mathilde, vous avez d'autres bénéfices que vous proposez à vos collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire ce que c'est ? Oui, effectivement. Alors, on n'a pas de baby-foot, mais ça nous semble important d'avoir des mesures plutôt sociales, si je puis dire, encore une fois, avec des gros guillemets. On propose 1 jour par mois à nos employés pour faire du freelancing. Donc, on a enlevé la clause d'exclusivité dans les contrats de tout le monde, ce qui leur permet, sans toucher à leur salaire, évidemment. On a également un congé second parent qui permet d'allonger le congé paternité, d'inclure les couples lesbiens dans le nom de ce congé, qui est donc maintenant de 5 semaines. On a le télétravail illimité, la mutuelle prise en charge à 100% pour le conjoint et la famille. Voilà, ça fait partie de nos avantages et ça nous paraît important effectivement d'avoir tout un package pour prendre vraiment en compte le bien-être de la personne dans la vie de tous les jours, quoi. Et sur le
sur le sujet proprement salaire, vous avez aussi proposé des bons, des BSPCE. Des BSPCE Effectivement. à vos collaborateurs. On n'a pas de variable, parce que la question vient souvent. Mais on a fait le choix les fondateurs ont fait le choix de donner des BSPCE à tout le monde. Donc toute personne salariée chez Shine possède des BSPCE à hauteur de 70% de notre salaire annuel brut, un montant équivalent au moment de l'embauche, pour les motiver et puis pour faire aussi partie de la réussite en cas de belle explosion. Et ça, tout le monde est concerné et c'est à validation de la période d'essai. Dès que la période d'essai est validée, on reçoit tous notre lettre d'attribution. C'était hyper important pour nous pour engager tout le monde. Okay. Ce travail du passage à la grille, j'y reviens, ça a pris combien de temps dans vos entreprises respectives? Je crois que le temps d'application n'a pas du tout été le même. Je dirais au max 6 mois. Je rigolais en disant nous ça a pris 6 ans. Non, mais c'était un peu vous imaginez que ça a pris 6 ans, mais entre le moment où l'idée, c'est plus comme ça, où on s'est dit voilà, on va aller sur une grille, un référentiel, et je dirais que le dernier avenant, parce qu'il y a quand même tout un volant dont on n'imagine pas, mais quand vous devez faire signer des centaines de salariés qui parfois ont du mal à comprendre la mécanique, ça prend du temps. Ça n'a peut-être pas pris 6 ans, mais enfin ça a bien dû prendre entre le début et la fin quand même 4 années. Donc la boîte continue de tourner, bien sûr, mais néanmoins c'est vrai qu'il y a tout un travail aussi d'évangélisation dans la population où il y avait des gens qui ne parlaient pas français, donc expliquer qu'il faut signer un avenant, c'est pas si, ça semble évident là, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc il y a, je me rappelle d'une anecdote, pourtant j'étais avec une des délégués syndicats, alors juste pour qui avait un salaire pour l'exemple c'était 1000, voilà. Et avec notre référentiel, on l'avait passé à 900, mais on avait débloqué une prime d'ancienneté à 200 €. Donc on était content de notre truc, nous, donc on s'est dit total 1100 €. La déléguée syndicale dit il faut signer. Il m'a dit oui, mais mon salaire baisse. Non, en fait, donc. Il me dit mais avant j'avais 1000. Je dis oui, là vous passez à 900 parce qu'on a retravaillé un peu la rémunération, mais vous avez une prime d'ancienneté. Oui. Oui, mon salaire baisse. Vous me croyez pas, il n'a jamais voulu signer son avenant. Donc il n'a jamais eu, pour lui, c'était incompréhensible. Et donc ça semble anecdotique, mais ça prend du temps. Donc il faut l'avoir aussi en tête parce qu'on n'a pas toujours des personnes qui sont à l'aise avec les chiffres. Des gens qui, à partir du moment où ça vient de la DRH, on n'inspire pas toujours une confiance absolue, faut dire. Donc c'est vrai que ça joue aussi dans le temps. Pour vous deux, c'est quoi les limites de la grille ? Bonne question. Il y en a plusieurs. En tout cas, la nôtre. Il y a le problème des multicasquettes, des personnes qui peuvent rentrer dans plusieurs cases parce qu'elles font plusieurs choses, surtout en start-up en fait. Et surtout quand on n'est que 15 dans la boîte, c'est rare qu'on fasse juste qu'on soit concerné que par une seule tranche de métier. On a aussi que 5 niveaux, donc on pense à potentiellement en mettre plus avec des sous-niveaux de junior à senior. Et puis par rapport à la nôtre également, le seniority bonus, on s'est rendu compte que par exemple si on veut recruter quelqu'un de débutant au customer care qui a 50 ans et qui a 3 enfants, ça fait direct un salaire de base qui frôle les 50 000 et c'est vraiment pour le coup décorrélé du marché quoi. Donc on est en train de retravailler à ce sujet-là le seniority bonus, mais je dirais que c'est surtout ça et on l'a quand même voulu volontairement assez ouverte, c'est-à-dire que chaque niveau n'est pas ultra détaillé pour que justement on puisse évoluer, les métiers évoluant vite eux aussi, donc par rapport à d'autres grilles, elle est quand même assez light. Et quelle a été votre solution du coup pour les personnes un peu multicasquettes comme tu disais ? Alors, il n'y a pas de solution miracle. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Et par contre, il faut qu'elle colle à une case, mais dans ce cas-là, on prend soit le niveau suivant dans une des deux branches, soit le niveau le plus avantageux. Il ne faut pas qu'elles se sentent dévalorisées par rapport à leur multicasquette, quoi. Et ça, c'est aussi un sujet sur lequel vous continuez de travailler, parce que j'imagine qu'à 40, tu peux faire du cas par cas, à 200... et puis même, maintenant, on est 40, mais c'est une autre histoire quand on était 15, quoi. C'est vrai que ça prend déjà plus de temps, quoi, mais c'est intéressant, c'est un travail de tous les jours. Julien, pour toi, quelles sont les limites, tu nous en as déjà un peu parlé, mais oui. Alors la grille, c'est un peu l'alpha et l'oméga pour beaucoup. C'est-à-dire que la manière dont elle évolue, comme c'est un point de référence. Encore une fois, je décorrèle les cadres et les non-cadres pour les circonstances de la cause nous concernant. C'est-à-dire que les cadres n'allaient pas regarder cette grille et voir comment elle évoluait. Pour les non-cadres, en revanche, et singulièrement pour les employés et les ouvriers, qui représentaient
30% de l'effectif, donc on est à peu près sur 1700. Foncièrement, s'ils collaient auprès de la grille, ils estimaient qu'ils n'étaient pas vraiment reconnus, puisque justement pour eux c'est une grille mini. Le nom est clair, hein, minimum, donc on ne peut pas faire beaucoup plus clair que ça. Donc c'est vrai que ce que nous on proposait, c'était ce qu'on appelait des primes, de manière à pouvoir davantage encourager les collaborateurs qui évidemment essayaient de sortir des choses, avec toujours un pourcentage qu'on allouait aux managers qui était toujours faible pour eux, puisque les budgets en général étaient 1%, 1,5%. Enfin, voilà, on est souvent sur ces thématiques-là, donc c'est pas forcément facile. Et je dirais qu'on n'en fait pas forcément. Ça a un avantage d'avoir quelque chose d'harmonisé et de pouvoir répondre quand on a des questions à l'inégalité de traitement, ce genre de choses. Mais aussi c'est quelque chose qui peut être assez sclérosant et pour lequel c'est pas forcément toujours très, très simple à monitorer. Et est-ce que tu vois je n'ai pas du tout la réponse, mais tu vois d'autres modèles que la grille pour essayer d'être assez égalitaire, tu vois, qu'est-ce qui peut se faire en grand groupe Alors, on peut être très créatif Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on voit que les RH sont souvent questionnés sur pourquoi il y a des rémunérations qui sont différentes, pourquoi les salaires sont différents. Il faut toujours objectiver de manière à éviter d'être dans des situations difficiles. On sait qu'il y a des entreprises, et notamment, alors là vous le voyez, vous l'avez peut-être entendu parler avec l'index sur l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que c'est aussi un vrai sujet dans les entreprises. Et donc à ce titre-là, il y a un certain nombre d'informations qu'on peut utiliser qui sont issues des bases de SIRH. Je dirais que le SIRH, qui est le système d'information qu'on utilise pour faire nos traitements, peuvent être un bon outil. Après, on a aussi des solutions qui existent, hein, j'ai bien entendu la vôtre, messieurs, qui permettent soit avoir des conseils, ou éventuellement de pouvoir essayer en amont, régulièrement, de faire un point sur les choses qui paraissent étonnantes, soit au sein d'une entité ou au sein d'une filiale. Il faut être très clair que les histoires des uns des autres sont différentes. C'est pas si simple. Les histoires sont différentes, les parcours sont différents, les zones géographiques, et pourquoi on paye autant à Paris que dans une région, et pourquoi à Nantes c'est aussi cher que dans une petite ville qui est à côté. Enfin, les questions de salaire n'est jamais une question évidente, et en fait on touche à quelque chose qui est très émotionnel quand on parle de la rémunération. Et c'est vrai qu'on a en tout cas essayé à cœur de pouvoir, avec les éléments notamment de ces systèmes d'information, d'essayer de valoriser ceux qui sortaient du cadre, voilà, de manière à ne pas encourager ceux qui finalement faisaient le strict minimum. Mathilde, quels ont été les impacts du passage à la grille, notamment financier, je te demande pas de me donner le coût de l'opération, mais tu disais tout à l'heure c'est quelque chose de non négligeable. Donc de ce point de vue-là et d'un point de vue plus organisationnel, comment ça s'est passé ? Alors d'un point de vue financier, je pourrais pas trop rentrer dans le détail parce que ça n'a pas non plus été incroyable. On pouvait largement supporter le coût et on a aussi la chance d'être quand même bien financé pour pouvoir proposer ça. Autrement, je dirais ça a évacué les négos inutiles, je dirais. Ça rend le process bien plus fluide quand on fait une proposition d'embauche, c'est-à-dire que, alors certes, je commence toujours par demander à la personne quand on fait le premier call quelles sont ses prétentions pour voir si ça colle plus ou moins, mais il n'y a pas de négociation possible en fait par rapport au montant qu'on annonce. Je dirais que ça permet aussi aux gens de peut-être regarder un petit peu moins ce qui se passe chez leurs voisins, parce que certes, on n'a pas un fichier Excel qui répertorie tous les montants de chacun en interne, mais on peut largement communiquer dessus. On connaît tous les salaires des fondateurs. Moi, je communique le mien sans problème. Enfin, voilà, je dirais que ça a évacué un peu ça de la tête des gens. Pour toi, tu penses que c'est un réel outil de rétention d'avoir créé cette grille ? Même si à l'origine, ça n'a pas forcément été pensé pour ça, mais... Alors, ça n'a pas du tout été pensé pour ça. C'était plutôt un outil et ça nous semblait plutôt naturel de la faire. Je dirais pas non plus que c'est un outil de rétention. Je pense que la rétention, elle passe bien plus par le bien-être des gens, pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils sont dans un environnement sain, qu'ils puissent dire les choses telles qu'elles sont. S'ils ne sont pas d'accord avec la grille, qu'ils puissent le dire. Après, se sentir payé à sa juste valeur, c'est aussi... oui, gros prérequis, clairement. C'est pas parce qu'on est en start-up et qu'on a des tireuses à bière et des baby-foot qu'il faut s'abstenir de bien payer les gens et d'apporter et d'avoir une mutuelle et des tickets resto, voilà. Mais nous, encore une fois, on peut... se permettre de bien payer les gens vu qu'on est bien financé, mais oui, évidemment, c'est quand même la règle numéro 1. On travaille quand même pour l'argent, enfin, c'est quand même le truc numéro 1 quand on signe un contrat. Je voulais vous parler de la transparence des salaires en externe, mais Mathilde, t'en as déjà un peu parlé tout à l'heure, comme quoi c'est un sujet touchy. Julien, j'imagine que tu
tu rejoins Mathilde là-dessus et que ça serait complètement impensable de rendre les salaires transparents à l'externe. Oui, alors là, ça n'existe absolument pas. Voilà, c'est pas très original, mais naturellement, il n'y a aucune transparence. Il y a cette grille, mais en tout cas, il est impossible d'imaginer une communication sur les salaires. Et plus vous montez dans la hiérarchie, plus c'est opaque. Non, mais clairement, donc faut dire les choses. Pour plein de raisons, d'ailleurs aussi, notamment, et là on revient pour cette rétention des talents, parce qu'il faut des collaborateurs présentant certaines qualités. Et oui, vous sortez des cadres, ça arrive. Clairement, il faut le dire aussi. Donc, on est dans un positionnement quand on est sur la négociation d'une grille de rémunération, dans un mindset où entre les mini et en même temps la rétention des talents du dessus, c'est pas. Vous avez parfois des cliquets qui sont pas toujours extrêmement évidents. Après, nous, l'aspect financier, ça a été un aspect clé. Il faut avoir en tête que lorsqu'on a fait nos calculs d'impact, on l'a divisé par région. Et que cet impact-là, on l'envoyait à chacun des managers de région pour dire tiens, voilà, maintenant il faudra mettre le chiffre d'affaires en face. Parce que c'est comme ça que ça s'est dessiné. Et du coup, ils ont été moyen contents. Parce que quand on leur dit voilà, l'année prochaine, est-ce qu'il faut financer c'est de la vraie marge. Donc pour toi, l'impact financier, ça va être 150 000, 200 000 euros. Ensuite, aller voir ces commerciaux. Puis dire, maintenant, il va falloir augmenter parce qu'il va falloir absorber, puisque je vous rappelle que nos incentives, nous, membres du comité de direction locale, sont liés aux objectifs, et que là, avec leur impact à la RH du siège, parce que c'est comme ça qu'on est passé, les primes, vous n'allez pas les avoir. Donc, de manière très concrète, ça s'est dessiné comme ça. Et chaque année, quand on leur envoie l'impact, parce que ça réévalue, on avait toujours les mêmes remarques, puisqu'ils avaient le sentiment, qui n'était pas faux, que ça mangeait une partie de leur enveloppe. Pour ça que cette grille, elle est très structurante, mais pour certains, elle est aussi assez injuste parce qu'elle retire de l'enveloppe qu'ils voudraient donner à certains collaborateurs qu'ils estiment comme étant plus méritants. Ils ne peuvent pas. Donc non, parce que nous, notre rôle dans la RH, c'est d'être garant, veiller à ce que non seulement on respecte les prescriptions légales, mais aussi que derrière, on ne tombe pas dans le joug d'un manager qui ne vous aime pas et pour lequel on peut vite partir un peu en cacahuète. Et donc, voilà, la RH est aussi garante de ça. Donc, c'est un rôle pas toujours évident, mais en tout cas, là, pour ces circonstances, c'est comme ça que ça fonctionnait. Tu me disais, Julien, quand on a préparé cet échange ensemble, que c'était très important d'être agile et souple dans la construction de sa grille. Mathilde, c'est aussi quelque chose que tu partages. Ça veut dire quoi, être agile sur la construction de sa grille ? Alors déjà, agile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'idées présupposées, notamment lorsqu'on parle de négociation avec les partenaires sociaux. On ne peut pas tout donner. C'est-à-dire que 2 500 € d'entrée de gamme, pour ça, ce n'était pas possible. Donc il faut trouver, de manière assez évidente, il faut ce qu'on appelle un peu en garder. Quand on arrive en négo, en se disant voilà, la grille présentée, elle ne va pas être OK, on est sûr que ça va. Mais en revanche, on arrive nous avec du backup. Alors, des choses moins sexy, parce que ça va être la médaille du travail, on a des trucs un peu, mais qui sont hyper importantes lorsqu'on est présent dans une entreprise depuis très longtemps. On va avoir des primes d'ancienneté, on va avoir des mutuelles qui permettent aussi de pouvoir rebondir en cas de situation un peu compliquée. Essayer d'être dans une force de proposition et pas rester sclérosé sur une grille qui a été validée par la direction générale. Il faut avoir en tête qu'en face, il va falloir proposer autre chose pour derrière inscrire ça dans un tout. Donc c'est effectivement dans ce sens-là où il faut être agile, pas se formaliser non plus au retour. C'est quand même un gros travail des équipes, des managers, des RH, et que quand vous en va valser votre grille, que ce soit auprès de la DG ou auprès des partenaires sociaux, vous dites franchement, leur grille, à un moment, ils vont se la faire tout seuls. Donc voilà, il faut faire beaucoup de preuves de résilience, parce que c'est toujours trop cher ou pas assez cher. Donc c'est vrai que on essaie en même temps d'avoir les contraintes des collaborateurs parce qu'il y a quand même un jeu de concurrence qui a été mentionné, mais là aussi, voilà. Donc il faut trouver un peu le compromis intelligent et d'essayer d'avoir, de pouvoir avoir les objections, réponse aux objections lorsqu'elles sont menées avec le sourire, bien sûr, en montrant que tout est sous contrôle. Mathilde, vous aussi, il y a plein de choses qui sont en cours et cette grille, elle n'est pas figée. Tu l'as abordé rapidement tout à l'heure. C'est quoi les évolutions sur lesquelles vous travaillez ? Alors, il y a rajouté des sous-niveaux, puisque effectivement 5 niveaux, sachant que les 2 derniers sont quand même assez balèzes. C'est pas assez pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de sentir qu'ils évoluent et ça passe par une évolution salariale. Donc on va rajouter des sous-niveaux. Il y a aussi donc ce seniority bonus qu'on pense plutôt transformer en pourcentage du salaire existant, qui permettrait pour pallier à ce que tu disais. Exactement, pour que ce soit plus cohérent en fait parce que voilà, on essaye et puis on se rend compte qu'il y a certains murs et il y en aura sûrement plein d'autres et on essaiera autrement.
Mais voilà, c'est les deux principaux qu'on a identifiés pour le moment. En plus du fait, évidemment, mais ça on sait depuis le début, qu'il va falloir rajouter des métiers parce qu'on grossit, on devient une vraie néobanque avec toutes les contraintes que ça a, et donc des nouveaux métiers, et donc voilà, il faut l'agrandir. Et la question du variable, donc aujourd'hui vous ne proposez pas de variable à vos collaborateurs, est-ce que ça peut évoluer ou est-ce que c'est une volonté de votre part de ne pas l'inclure dans l'équation ? Il y aura jamais de non, ou de jamais. Oui, ça peut tout à fait évoluer, surtout que pour l'instant, on a un sales depuis très peu de temps. Et clairement, les variables, en général, surtout pour ces professions, c'est intéressant. Donc rien n'est figé, et oui, je pense qu'on va le réfléchir potentiellement dans les mois à venir, mais ouais, c'est pas figé. Merci beaucoup à vous deux pour vos retours d'expérience et merci à vous pour votre écoute.